Ensemble, c'est mieux. Ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous quotidien sur France 3 Paris, Île-de-France. 50 minutes d'infos, de rencontres avec la conviction, vous le savez, chevillée au corps pour notre équipe, qu'ensemble, on trouve plus de solutions, on s'inspire et donc on s'enrichit. Ensemble, c'est mieux en équipe avec Nicolas Deuil, Julie Jacquard et Raphaël Yem qui vont vous présenter le sommaire de ce mardi. Mais d'abord, notre tradition, notre humeur du jour en chanson. Hey, now, what you gonna do about me? I never was a fan of your ways, but I'm still here playing your games. So tag me in. Play coming for your flesh and your bones. Inside in between. Et même Raphaël, là, il aime ce son. C'est tout nouveau, tout chaud. C'est Barry Moore qui débarque dans nos oreilles avec le titre Hey Now. C'est une découverte signée Yodelis. Vous savez, le découvreur de Jane, c'est dire si quand même il a du nez et des oreilles. Barry Moore est anglais, il sera en tournée toute cette année et c'est un artiste à suivre, un artiste ensemble c'est mieux. Bonjour à tous les deux. Qui l'a découvert? Lui. Qui l'a découvert, Yodelis? Non mais là, eh ben, c'est moi. toi. J'avoue. Ça va bien? Très bien. Un peu stressé pour ce soir? Le match. Bah oui, le match. Bah stressé, on est mal barré surtout, on est... Sympa, toujours une petite parole positive. Ils sont blessés. Non, on a décidé de vous offrir le théâtre des rêves ici même, voilà, sur le plateau d'Ensemble c'est mieux. Et pour démarrer, comme d'habitude, on va répondre aux questions du quotidien, Julie. Et aujourd'hui, on parle du don de sang. 80% de la population française pense que c'est important, mais seulement 4% passent à l'acte et donnent son sang. Alors, on va voir dans un instant à quoi ça sert, comment on peut donner et qui peut donner surtout avec. Et on voit tout ça avec Stéphane Noël, il est directeur de l'établissement français du sang et il est là pour répondre à toutes vos questions. Et ensuite, on mettra en lumière une femme qui valorise l'artisanat du monde et donc de notre monde. Ouais, et puis on reste dans le concret. C'est Inès Mesmar. Elle est créatrice de la fabrique Nomade. Elle aide les réfugiés en s'appuyant sur leur qualité artisanale de départ. Elle leur remet en quelque sorte le pied à l'étrier dans des situations pas toujours faciles. Et puis, vous le savez, ici, on aime les rencontres inédites, les tables ouvertes. Alors, Inès Mesmar restera avec nous à la rencontre de Clément Charbonnier-Bouet. Il est directeur artistique, il est graphiste et il sort sa toute première BD. Ça s'appelle Monde Parallèle. Ça vient tout juste de sortir aux éditions L'Association. Une BD qui parle de la banlieue. C'est suffisamment rare pour qu'on ait eu envie de le mettre en lumière. Et en plus, ce serait sa toute première télé. Autrement dit, un grand moment à venir tout à l'heure. Et puis, vous le savez, on est ici en studio à Vanves, mais aussi au plus près de vous, partout en Île-de-France. Et ça, c'est la mission de notre agent et envoyé très spécial, Raphaël Yem, accompagné tous les jours de Laurent Billot. Bonjour à tous les deux. Alors aujourd'hui, dans le 17e arrondissement de Paris, précisément dans une ancienne poste du boulevard Bessières, qui est transformée en recyclerie sportive. Bougez avec la poste, quoi. Exactement, c'est ça. Ça va Valérie? Ça va tout le monde sur le plateau? Ouais, ça va. Bah oui, aussi bien que Sally justement, qui nous a envoyé un message via le Facebook de l'émission Ensemble c'est mieux, pour nous parler de cette recyclerie sportive. Bon, ça tombait bien puisqu'hier je vous emmenais dans un raid solidaire, aujourd'hui sportif. On lâche pas, c'est les bonnes résolutions de 2019. En tout cas, on est ici, boulevard Bessières, là, à quelques pas de la porte de Clichy. Avancez-vous les amis, j'aimerais vous présenter la personne qui est notamment à l'initiative de la recyclerie sportive. C'est Marc, c'est le cofondateur. Comment ça va Marc? Bonjour, bah ça va bien. Alors qu'est-ce qu'on fait ici à la recyclerie sportive? Bien, initialement, c'est vrai qu'on avait créé cette association parce que j'envoyais du matériel de seconde main dans différents pays, plus pour des questions de solidarité internationale. Et on s'est rendu compte, en effet, qu'on transférait un déchet à l'étranger. Donc, nous, on est parti sur cette vision d'essayer de décliner le zéro déchet de la filière sport. Donc pour nous, la première étape, c'est de sensibiliser les gens à une consommation plus responsable. On dit souvent que le meilleur des déchets, c'est celui qu'on ne crée pas. Attention, quand on parle de déchets, on parle d'articles sportifs. Hein. Exactement, là c'est sur du déchet sportif. Ensuite, on apprend aux gens à réparer, à entretenir le matériel pour faire en sorte que l'objet dure le plus longtemps possible. Enfin, on fait du réemploi. Donc le réemploi, c'est utiliser l'objet dans la même fonction. Et après, on a une partie réutilisation, donc on transforme l'objet pour faire autre chose avec. Et après, on peut renvoyer dans les filières de recyclage quand elles existent. Mais dans le matériel de sport, on n'a pas toujours les filières bien... Bon, c'est une association, la recyclerie sportive. Pourtant, ça se présente comme un magasin. C'est déjà une caverne d'Alibaba des sportifs. Moi, j'ai envie d'aller me balader et j'ai peut-être trouvé un truc pour moi.
je suis assez égoïste ce matin. On y va, Marc? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Raphaël. Allez, ensemble, c'est mieux. C'est parti. Et d'abord, on répond à toutes vos questions autour du don du sang. Ça n'est pas qu'un slogan. Donner son sang, c'est aider à sauver des vies. 1 million de malades sont soignés chaque année grâce à nos dons. Sauf qu'en France, il y a de moins en moins de donneurs avec une baisse assez conséquente de 10%. Alors, on va vous donner le mode d'emploi, qui peut, où et comment. Et cela grâce à notre invité. Soyez le bienvenu, Stéphane Noël. Merci. Vous êtes le directeur de l'établissement français du sang. Pour démarrer, est-ce que vous nous confirmez cette baisse de dons ? Écoutez, je confirme la baisse de dons actuellement, puisqu'effectivement, nous sommes dans une période un petit peu compliquée. Nous avons vécu des intempéries ces derniers jours. Les chutes de neige sur la région parisienne ont fortement impacté notre activité. Et puis là, nous sommes en plein pendant l'épidémie de grippe. La grippe qui, cette année, est extrêmement sévère et qui fait que les donneurs de sang sont un peu moins présents actuellement sur nos collègues. Donc oui, je confirme que nous avons une baisse. Et j'appelle les donneurs franciliens à se mobiliser et les non-donneurs. C'est-à-dire que il y a des gens qui viennent chez nous aujourd'hui régulièrement, mais nous avons aussi besoin de voir de nouveaux donneurs venir à notre rencontre. Et c'est pour ça qu'on fait ce dossier, pour tout vous dire comment ça se passe. Et oui, parce que le don de sang, c'est quand même un geste tout simple, avec 10 000 dons par jour. Ce sont donc 1 million de patients concernés chaque année, sauf que cet objectif de 10 000 n'est pas toujours atteint. Alors, avant d'essayer de voir pourquoi il faut donner son sang, voici tout d'abord les conditions requises. Vous voulez donner votre sang? C'est super, bravo. Mais en fait, ce n'est pas si simple. Pour commencer, il faut avoir entre 18 et 70 ans. Il faut peser plus de 50 kilos, puis il faut passer un entretien de pré-don. Et là, nous ne sommes pas tous égaux. Mesdames, vous ne pouvez donner votre sang que 4 fois par an seulement, alors que vous, messieurs, c'est 6 fois maximum. Homosexuels, abstinence de 12 mois exigée, sauf si c'est entre femmes. Ladies and gentlemen, bienvenue à bord de ce trajet destiné à vous permettre de faire un don du sang en toute sécurité. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! Si fièvre ou prise récente d'antibiotiques, passez votre tour. Un rendez-vous chez le dentiste prévu dans les 24 heures, par ici la sortie. Et ce n'est pas fini. Tatoué ou percé depuis 4 mois, consommation de drogue, différents partenaires sexuels ces 4 derniers mois ou une maladie sexuellement transmissible, un voyage au Royaume-Uni entre 1980 et 1996, c'est no way à cause des risques de vaches folles. Le sang n'est conservé que 5 jours. 10 000 dons quotidiens sont nécessaires pour soigner les patients en France. Donc, donner toutes les 8 semaines permettrait de sauver 1000 vies. Autant le dire, ça vaut le coup de prendre 8 à 10 minutes de votre temps. En échange, vous ne serez pas rémunéré comme aux États-Unis, en Allemagne ou en Tanzanie, mais vous aurez un petit goûter. Vous voulez savoir qui est la nouvelle star du don du sang? Applaudissez nos amis du groupe O négatif, car ils sont donneurs universels. Allez, pour démarrer, avant de passer au cas hyper pratique de qui peut donner son sang, expliquez-nous d'abord le distinguo entre le don du sang, le don de plasma, le don de plaquettes et le don total, parce que c'est 4 choses différentes. Le don de soi. C'est le don de sang, le don de soi réunit tout le monde. Là. Tout à fait. Alors, en fait, on a le don de sang total, qui est en fait le don le plus courant que nous réalisons. Ça représente l'essentiel des dons. Et le don de sang total conduit à ce que nous prélevions en environ un quart d'heure 480 millilitres de sang chez un donneur. Avec cette poche de sang total, nous produisons derrière 3 produits. Nous produisons un concentré de globules rouges, nous produisons un plasma thérapeutique et nous produisons également des plaquettes. Et donc ce don de sang total est le don le plus utile et le plus nécessaire. Et à côté de ça, nous avons du don qui est pratiqué par aphérèse. C'est un petit automate qu'on voit ici à l'écran qui nous permet de séparer le sang pour récupérer soit du plasma, soit des plaquettes. Donc ça, entre guillemets, ça devient votre affaire, mais le don qu'on fait habituellement, c'est le don le plus utile. Nicolas. Oui, c'est juste la première question, c'est à partir de quel âge peut-on donner son sang? On peut donner son sang à partir de 18 ans et jusqu'à 70 ans, sauf si on est nouveau donneur. Un nouveau donneur peut être nouveau donneur jusqu'à l'âge de 65 ans. Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous? Pas nécessairement. On peut se rendre sur n'importe quel de nos sites ou sur les collectes mobiles. Nous avons 3000 collectes mobiles par an en Ile-de-France et on peut y accéder directement sans prendre de rendez-vous. Il y a des sites sur lesquels néanmoins nous offrons la possibilité de prendre des rendez-vous, ce qui permet pour le donneur de mieux gérer son agenda. Et concrètement, on doit venir avec son carnet de santé? Non, du tout. On ne vient pas avec son carnet de santé. La seule pièce qui est utile pour pouvoir donner son sang, c'est sa carte d'identité quand on est nouveau donneur. Est-ce qu'il faut avoir un test VIH récent? Non, du tout.
aucun test n'est nécessaire puisque nous pratiquons des tests chez nous. Sur chacun des dons qui sont réalisés, nous vérifions les groupes sanguins et nous vérifions également qu'il n'y a pas d'agents transmissibles et d'agents pathogènes dans le sang qui est prélevé. Ça dure combien de temps, du coup, quand on donne son sang? Alors, donner son sang, l'acte de prélèvement en tant que tel dure 10-15 minutes. En revanche, entre le moment où vous arrivez chez nous et le moment où vous nous quittez, ça prend à peu près 45 minutes. D'accord. On peut le faire combien de fois par an? Alors, on peut le faire toutes les 8 semaines. Cependant, un homme pourra donner 6 fois par an et une femme pourra donner 4 fois par an. Par contre, si on donne son plasma ou ses plaquettes, on pourra donner un petit peu plus fréquemment et tout ça est décrit sur notre site internet. Est-ce qu'il faut déjà connaître son groupe sanguin avant de venir? Et on l'a entendu, hein, il y a de grands besoins en O négatif et en B négatif. Si, ce qui est mon cas, je suis A+, ça sert à rien que je vienne? Alors, tous les donneurs sont importants, même les A+, mais c'est vrai que les donneurs O négatifs, universels donc. Tout à fait, actuellement les donneurs B négatifs. Et puis, il y a également des donneurs issus de la communauté afro-antillaise également qui sont très importants pour nous et sont des donneurs que nous allons solliciter plus fréquemment, plus régulièrement parce que nous avons d'importants besoins pour eux. Alors, on va écouter tout de suite la question de Thibault. Il habite à Aubervilliers. Elles sont assez précises et je pense que beaucoup se posent les mêmes questions. Écoutez. Bonjour, je m'appelle Thibault, je vis à Aubervilliers et je souhaiterais faire don de mon sang, mais je suis tatoué et je fais la fête de temps en temps. Donc je sais qu'il y a des contre-indications pour donner son sang, donc je voulais savoir dans quelle mesure il était possible de faire don. Et puis aussi, quelle est la différence entre le don de sang classique et le don de plasma qui est très demandé. Voilà, merci, ensemble c'est mieux. Alors, on a déjà répondu à Thibault. En donnant son sang, de façon générale, on donne aussi du plasma. Donc ça, c'est réglé. En revanche, il est tatoué et fêtard. On ne te jette pas la pierre, Thibault. Mais est-ce qu'il peut donner son sang ? Bien sûr, il peut donner son sang sous certaines conditions. Être tatoué n'est pas un motif de contre-indication. Juste lorsqu'on a fait un tatouage, on ne peut pas venir donner son sang pendant une période de 4 mois. D'accord. Ce qui est important de comprendre, c'est que le don de sang est régi par un certain nombre de règles pour garantir la sécurité du donneur et du patient. C'est pour ça qu'on a ces règles de contre-indication après un tatouage. Deuxièmement, il est fêtard. Faire la fête n'est pas non plus un motif de contre-indication, heureusement. En revanche, s'il a fait la fête la veille, peut-être vaut-il mieux qu'il ne donne pas son sang le lendemain. Et puis s'il a une grosse fête de prévue le soir, là aussi, mieux vaut qu'il ne donne pas son sang. En revanche, lorsqu'il va rencontrer un médecin ou une infirmière habilitée à pratiquer l'entretien pré-don, eh bien, tous les éléments de sa vie personnelle seront vus avec lui afin de s'assurer qu'il a eu la stabilité dans ses relations, etc., pour garantir que on ne prendra pas de risque vis-à-vis du patient à qui on transfuse. Et on dit la vérité surtout. Et on dit surtout la vérité, évidemment. Et justement, pour arriver au volet sexualité, un homme homosexuel ne peut pas donner son sang ? Aujourd'hui, un homme homosexuel peut donner... Parce que ça n'est pas la même chose pour une femme homosexuelle. C'est pour ça que je fais le distinguo. Tout à fait. C'est un point tout à fait important. Et d'ailleurs, la ministre de la Santé a encore déclaré récemment à l'Assemblée nationale vouloir avancer sur cette question. Et l'EFS est très engagé pour apporter auprès des autorités sanitaires l'ensemble des éléments qui seraient utiles pour permettre à ce dossier d'avancer. Aujourd'hui, un homme ayant eu des relations sexuelles avec un autre homme et qui n'en a pas eu pendant les 12 derniers mois, peut donner son sang. Ça, c'est une avancée récente parce qu'avant, c'était une contre-indication à vie. Deuxièmement, un homme ayant eu des relations sexuelles avec un autre homme et qui est en couple stable depuis plus de 4 mois, peut donner son plasma. Et ça, c'est une avancée importante qui a été permise en France. Et pourquoi il peut donner son plasma ? Tout simplement parce que le plasma a une durée de vie de 12 mois. Et le plasma qui a été donné, nous le conservons. Et vous le testez. Nous le testons. Et quand le donneur revient 4 mois plus tard à peu près, eh bien, nous refaisons des tests sur ce donneur. Et si les tests sont négatifs, ça veut dire que le produit antérieur peut être libéré et il est disponible pour un usage thérapeutique. Et ça, c'est un point important parce que c'est une spécificité spécifiquement française que beaucoup d'autres pays à travers le monde regardent parce que ça nous permet d'engranger des données d'épidémiologie pour aider le gouvernement à faire avancer cette question. Si j'ai un proche qui a besoin d'une transfusion, est-ce que je peux lui donner mon sang ? Alors, en France, on est sur un processus où il y a un strict anonymat entre le donneur et le receveur. Vous pouvez donner votre sang, mais le sang que vous donnerez ne sera pas nécessairement utilisé pour la personne
que vous souhaitez aider. D'autant que vous n'êtes pas d'ailleurs forcément le même groupe sanguin que lui. Sur les diabétiques, je suis... Alors, il y avait la question, je suis diabétique, est-ce que je peux donner ? Écoutez, je n'ai pas ce niveau de précision ici. Et là, en l'occurrence, à la fois, on peut trouver sur notre site internet l'ensemble des détails et des questions médicales. Et surtout, nos médecins font l'entretien pré-don, pratiquent l'entretien pré-don. Et à la moindre petite question, vont vous aider et vous aiguiller. Quand on a un phobique comme Nicolas Deuil, qui prend beaucoup sur lui aujourd'hui, parce que vraiment c'est un problème pour lui. Quand on est un phobique, comment on fait ? Comment on règle pour être rassuré. Pour aller jusqu'à vous. Écoutez, je suis moi-même phobique, je n'aime pas non plus la piqûre. Et vous travaillez à l'EFS. Et pourtant, je travaille à l'EFS et je donne mon sang. Et je donne mon sang. Et je donne mon sang. C'est important de mettre le service que l'on veut rendre aux autres avant ses propres craintes et en tout cas chacun, et de les dépasser pour le coup du don de soi. Exactement. Et évidemment, il y a des adresses à trouver et vous allez nous aider justement si on vous a convaincu et on l'espère. Et oui, parce que même en temps normal, l'Île-de-France manque de donneurs. Il faudrait 1700 prélèvements par jour. Pour un bon fonctionnement, il n'y en a que 1000 actuellement. Alors, si vous voulez sauter le pas, vous pouvez trouver la liste des maisons du don et des collectes mobiles sur le site de l'Établissement français du sang. Dans la région, il y a une quinzaine de sites ouverts en permanence. Vous pouvez donner votre sang avec ou sans rendez-vous, on l'a dit. Ils sont la plupart du temps installés au cœur des hôpitaux et vous accueillent aussi le samedi. Et il y a bien sûr les points de collecte mobiles. Par exemple, demain à la salle des fêtes de Saint-Ouen dans le 93 ou jeudi après-midi à Charenton-le-Pont, dans le Val-de-Marne. Ça sera à l'Espace Toffoli. Et depuis cette année, les horaires d'ouverture des sites fixes ont été élargis en Ile-de-France. Encore une fois, pour s'adapter au mode de vie des Franciliens et tenter d'attirer de nouveaux donneurs. Vous trouverez tous les détails sur le site don200.efs.santé.fr. Stéphane Noël, avant de vous libérer, n'hésitez pas à noter ces numéros de téléphone et le site internet. Pourquoi est-ce que ce n'est pas obligatoire de donner son sang ? C'est ma proposition personnelle, hein, Nicolas. C'est pour être présidente. Non, alors c'est vraiment un élément très important en France. Le don du sang repose sur une éthique absolue. Dans les éléments qui participent à l'éthique du don, il y a notamment le volontariat. Il faut que le donneur soit volontaire pour donner son sang. Et en aucun cas, le don du sang ne peut se faire sous une quelconque forme de contrainte, ni sous la forme d'une incitation financière. Bon, ne votez pas pour moi. C'est au cœur de nos principes et c'est au cœur également de la sécurité de l'acte transfusionnel. Alors, vous l'avez compris, on a besoin de nous, en fait, et de notre sang. Plus aucune bonne raison d'y échapper, sauf phobie. Il y a plein de sites, 40 000 collectes mobiles. Merci beaucoup, Stéphane Noël, de nous avoir expliqué tout cela. Et puis, si vous avez d'autres questions, bien sûr, vous le savez, vous pouvez nous contacter. On compte sur vous. Cette émission est la nôtre. 3 moyens pour cela. Le numéro de téléphone 0805 383 383. L'adresse mail, c'est paris-idf@ensemble-c'est-mieux.fr et puis le groupe Facebook Ensemble c'est mieux avec France 3. On va retrouver à présent Raphaël Yann qui se trouve dans le 17e arrondissement de Paris à la recyclerie sportive du boulevard Bessières. Vous nous avez parlé d'une caverne d'Ali Baba. On peut le constater, un panier de basket, un sac de boxe, des ballons de rugby, de foot, un crevé, un pas crevé. Vous allez faire votre marché en fait. C'est ça. Exactement, Valérie, d'autant que vous pouvez donner votre sang, vous pouvez aussi donner vos articles sportifs dont vous ne servez plus. C'est ce que peut nous expliquer Robin d'ailleurs. D'où ça vient cette caisse là, Robin ? Ça vient d'un club sportif et on collecte aussi auprès des particuliers, des magasins de sport, des associations, des institutions, etc. quoi. Ce qui est quand même assez dingue, c'est que l'année dernière, donc en 2018, vous avez collecté plus de 50 tonnes d'articles sportifs. C'est énorme. 50 tonnes, ouais. Il y a beaucoup, un gros gisement de collecte d'équipements sportifs, quoi. Donc, une fois qu'on a collecté, on trie le matériel. Donc, on va trier. Alors, Nelson, comment ça se passe justement ce tri ? Alors, déjà, vous faites quoi là ? Là, on va trier toutes les matières sportives par univers. Et là, on a commencé par le peser. Exactement, c'est bien ça. Après, on va le déterminer par les différents univers et on essaie de garantir que tous les matériels qui sont mis en boutique, ils respectent au moins les 3 critères que nous, on essaie d'avoir. C'est quoi ces 3 critères alors ? C'est la fonctionnalité, la sécurité... La quoi tu dis là ? Fonctionnalité. La fonctionnalité. La sécurité. La sécurité. Et la hygiène.
et l'hygiène. Donc il faut que tout fonctionne. On n'achète pas un truc qui marche à moitié ici. Exactement, c'est bien ça. Et tout est propre, évidemment. Et comment ça se passe? Alors, qui fait ce travail-là? Ici, ce sont nos bénévoles et nos services civiques qui nous aident dans cette étape. Après, nous, dans cette séquence, on détermine qu'est-ce qu'on va réparer, qu'est-ce que va être transformé. Montrez-nous un petit peu. Laurent Billot va s'approcher justement pour voir un peu ce qu'il y a dans les caisses. Qu'est-ce qu'on a récupéré aujourd'hui, là, ce qui va passer au tri. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, monsieur? Mon prénom c'est Rida. Rida. Alors Rida, qu'est-ce qu'on va justement chercher, fouiner dans ces caisses-là? Là, on a quoi? Alors là, comme tu peux voir, on a des ballons, différents ballons. Donc on va les tester, voir s'ils sont pas crevés. Et à partir de là, si c'est bon, on remet dans le circuit de vente. Là, c'est crevé, mon pote. Là, c'est crevé, on va quand même tester pour voir. Alors, si le ballon est crevé, on va essayer de le revaloriser. Donc, si tu pourras faire un petit tour là-bas, tu verras qu'on peut faire des trousses avec, des porte-monnaies, des choses comme ça. Ouh là là, ça, on va vous le montrer dans quelques minutes, justement, dans l'émission. Comment valoriser, comment donner une nouvelle vie, justement, à ces déchets sportifs. Mathilde, elle s'occupe du magasin. Si jamais vous passez la porte de la recyclerie sportive, c'est elle que vous allez voir. Comment ça, Mathilde? Ça va super. Une fois qu'on a trié, nettoyé, regonflé à bloc. Oui, Valérie, j'ai vu, effectivement, c'était dégonflé. J'ai un BEP football aussi. Comment ça se passe après? Ça arrive au magasin? Alors c'est ça, tout ce qui est redistribuable arrive dans la boutique, donc la boutique solidaire, c'est comme ça qu'on l'appelle, parce que c'est-à-dire qu'on vend à des petits prix. En moyenne, c'est un tiers du prix de vente d'origine. Wow, un tiers du prix de vente d'origine, c'est quand même une super affaire. C'est ça. Et alors, pour faire écho au chiffre de Robin, on a environ 75% du matériel qui a été collecté l'année dernière, qui a quand même été directement redistribué sur l'année. Il y a 25% de pertes sèches, quoi? Non, parce que le reste, ça peut partir en transformation ou au recyclage. Ah, carrément, vous vous rendez compte? Par contre, vous avez oublié cet objet-là, il faut pas le revendre, ça, c'est pas possible. C'est la vieille botte de Nicolas Deuil. Allez, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Si, c'est la tienne, Nico. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai que c'est souvent un frein à la pratique du sport, le prix des équipements. Ouais. En voilà une belle solution. On reviendra vers vous tout à l'heure, Rafale. Vous le savez, Ensemble c'est mieux, c'est aussi l'envie de mettre en lumière des personnalités qui œuvrent pour le lien social et pour la valorisation de nos diversités. Et c'est une femme qui nous inspire drôlement, Ensemble citoyen. Soyez la bienvenue, Inès Mesmar. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes la créatrice de la Fabrique Nomade, une association entreprise qui possède sa propre boutique, Viaduc des Arts, dans le 12e arrondissement de Paris. La Fabrique Nomade, c'est toute une histoire personnelle. On va la raconter dans un deuxième temps, mais d'abord dire ce que c'est. Créé en 2016, vous repérez et vous aidez des réfugiés en vous appuyant sur leurs compétences initiales dans leur pays d'origine, à savoir leurs mains, leur artisanat. C'est ça le principe? C'est bien ça. Donc c'est une association, donc la Fabrique Nomade, qui vise à valoriser le savoir-faire des artisans qui arrivent sur le territoire français et qui sont face à plusieurs freins, la langue, l'absence de réseau et le fait surtout qu'on ne reconnaisse pas leurs compétences professionnelles et tout leur acquis dans leur pays d'origine. Et donc c'est un redémarrage à zéro pour eux. Et voilà, l'objectif de l'association, c'est de valoriser à la fois leurs compétences, mais aussi de leur permettre de s'insérer professionnellement en tant qu'artisans en France. Et puis c'est aussi d'éviter la double peine, d'avoir dû fuir leur pays et en plus abandonner ce qui faisait souvent leur passion aussi, à savoir le métier de leurs mains, le travail de la création. Tout à fait. C'est effectivement ça, c'est éviter, enfin en tout cas de trouver une réponse au déclassement qui se passe, qui soit à la fois social et professionnel. Il faut savoir que l'artisanat d'art, c'est des années de pratique avant de maîtriser un savoir-faire. Donc nous, les artisans qu'on accompagne, ils ont au minimum 10 ans de métier, parfois jusqu'à 35, et de tourner cette page-là, c'est parfois lourd de conséquences pour ces personnes. Et justement, vous leur proposez une formation de 6 mois dans laquelle donc, ils réadaptent leurs connaissances finalement au monde environnement, au marché français, c'est ça? C'est ça, c'est un dispositif de formation qui est inédit, complet et pragmatique. Dans l'objectif, c'est qu'effectivement, ils puissent valoriser leurs compétences à travers la création des objets, mais en même temps, et grâce à l'intermédiaire et l'aide des designers, c'est aussi de montrer leur capacité d'adaptation au marché de français pour qu'ils puissent le comprendre et puis aussi pouvoir s'insérer. La dignité de l'homme passe par la reconnaissance de sa main. C'est vous qui avez dit ça? Je ne sais pas. Ah, si. Quand c'est entre guillemets, c'est que c'est vous. Ne soyez pas si modeste, c'est vous, c'est vous. Quoi. Vous étiez inspiré ce jour-là. Oui, en tout cas, le savoir-faire des mains fait partie de la personne, de son identité, de ce qu'on est. Et effectivement, renier ça, c'est perdre une partie de soi. Et quand on est en plus complètement coupé de tout lien, c'est extrêmement difficile. Il y a des savoir-faire que vous avez trouvés avec ces gens-là, que des Français ne savaient pas faire, ou qu'ils ont appris à certains...
Alors, c'est surtout des savoir-faire qui sont perdus. On a vu tout à l'heure Abou en train de travailler le stuc. Donc c'est un savoir-faire qui est présent en Europe depuis assez longtemps, en Italie et en France. Et puis aujourd'hui, il y a très peu de stucateurs. C'est pareil pour la broderie de Cornélie. C'est une broderie. C'est la broderie Cornélie. C'est une machine. C'est une machine, voilà. D'accord. C'est un savoir-faire qui, à la base, s'est développé à la fin du 19e. Et beaucoup de machines, en fait, sont parties en Afrique avec l'industrialisation. Et du coup, c'est un savoir-faire qu'on trouve peu en France et qui, pourtant, voilà. Alors, on va voir justement à quoi ressemblent ces échanges à la Fabrique Nomade. Une équipe de France 3 Paris était venue dans vos locaux. Extrait. Tu vois, c'est faire des essais de cette technique-là avec chaque motif. Maïmouna Diallo n'en est pas à son premier essai. Elle coud depuis l'âge de 10 ans. Son parcours l'a conduit de Guinée en France, où elle est réfugiée depuis l'année dernière. L'association La Fabrique Nomade l'aide à retrouver son activité de styliste avec l'aide d'une designer bénévole. Créée il y a 2 ans, l'association aide les migrants artisans à faire reconnaître leurs compétences en levant les freins qu'ils rencontrent. La barrière de la langue, l'absence de réseau, la dévalorisation après un parcours difficile. Une histoire semblable à celle de la mère d'Inès Mesmar, fondatrice de l'association. J'ai exercé le métier de brodeuse dans la Médina de Tunis jusqu'à son arrivée en France. Un savoir-faire qu'elle a abandonné quand elle est arrivée ici par manque de réseau, de connaissances. Bijoutiers, métalliers, ébénistes, la plupart finissent par se reconstruire en exerçant à nouveau leur métier. Et puis d'ailleurs, vous les accompagnez également dans leur démarche VAE, validation des acquis par l'expérience, c'est-à-dire qu'ils peuvent redevenir diplômés en France. Avec une petite subtilité tout de même. Justement, en fait, en travaillant sur le projet et sur les différentes possibilités, la VE, c'est extrêmement complexe pour des personnes migrantes qui ne maîtrisent pas toujours la langue. Donc, on est en train de mettre en place un dispositif de formation et de certification, la première dans ce genre, en tout cas pour ce public-là, pour justement arriver à faire reconnaître leurs compétences et aussi être un gage de confiance pour les entreprises. Parce que c'est surtout ça, en fait. Et vous proposez aussi des ateliers de pratique artisanale qui sont ouverts à tous. C'est quoi le principe en fait ? Le principe de ces ateliers, c'est de pouvoir à la fois découvrir des savoir-faire qui arrivent et qu'on ne voit pas. Donc les transmettre au public. L'objectif, c'est qu'effectivement nos artisans transmettent leur savoir-faire dans le cadre de ces ateliers, qu'ils soient particuliers, entreprises ou même centres culturels et musées. Et l'objectif, c'est aussi de permettre à l'artisan de retrouver cette posture professionnelle, cette remise en confiance, et puis aussi développer du lien avec la société. Et puis, il y a une collection qui s'appelle Trait d'Union, justement, qui est un partage de création entre les artisans nomades et les designers français. Tout ça, c'est à retrouver sur votre site internet. Et c'est comme ça aussi que vous vivez. Hein, donc, n'hésitez pas aussi à acheter parce que ça fait du bien à tout le monde. Pour soi, évidemment, c'est un cadeau. Et puis pour ceux qui l'ont fabriqué également. Je le disais, c'est un parcours personnel qui vous amène à la Fabrique Nomade, créée en 2016, lauréate de l'appel à projet Les Audacieuses Île-de-France, citons-le, incubée par la Social Factory. Au départ, vous avez fait des études d'anthropologie et d'ethnologie. Et puis un jour, à l'âge de 35 ans, vous discutez avec votre maman. Et là, vous apprenez en fait quelque chose. C'est que avant qu'elle soit en France, elle avait elle aussi un métier. Elle était brodeuse et elle a dû l'abandonner. Et ça, pour vous, c'est le déclic en fait. Oui, parce que ce qui m'a frappée dans son histoire, c'est qu'elle n'en ait jamais parlé et que je n'ai jamais... En fait, je suis tombée par hasard sur ses broderies. Et c'est ce qui m'a, bouleversée en fait. C'est à la fois de découvrir effectivement une partie de son histoire, alors que c'est ma mère, on est quand même censé être la personne qu'on connaît le mieux au monde. Et puis en fait de découvrir effectivement ses compétences. Alors ma mère est arrivée ici et puis elle est restée mère au foyer, elle nous a éduqués. Et de découvrir à l'âge de 35 ans, oui effectivement, ça m'a beaucoup questionnée. Et ensuite voilà, j'ai fait le parallèle entre son histoire et les personnes qui arrivent à Paris, en France. Et voilà, avec cette intuition très forte que certainement parmi eux, il devait y avoir des artisans. Je ne me suis pas trompée. Aujourd'hui, la Fabrique Nomade, elle vit comment ? Et de quoi avez-vous besoin ? Si on a envie de vous aider, qu'on est touché... Ouais, c'est oui, ça. Bien sûr, on est une association, donc on reçoit les dons, les adhésions. On est financé, nous, par des fondations d'entreprises.
par des institutions publiques également. Et puis, les collections d'objets ont pour objectif d'être une ressource pour l'association. Ouais, donc, acheter des objets, c'est une manière concrète à la fois de participer aux ateliers aussi, ça permet participer aux ateliers. Ce sont les deux activités que la Fabrique Nomade met en place. Et en 2017, donc c'était un peu l'année pilote, la première année, vous avez accompagné 3 artisans. En 2018, l'objectif était de 12. Vous avez atteint cet objectif? Oui. On a accompagné 12 artisans. Et concrètement, aujourd'hui, les premiers nomades, ils travaillent où? Alors, on a Ablaï qui est dans un atelier de haute couture. Abou qui a réalisé différentes missions dans la restauration de bâtiments classés monuments historiques après 4 ans de chômage. Donc, c'était ses premières missions. Il a pu ainsi accéder au logement grâce à ses premières missions. Et Yasser, qu'on voit aussi, il a créé son entreprise en fait, pour développer des ateliers de poterie. Et concrètement, si nous, on connaît un artisan par d'autres biais et qu'on a envie de vous le proposer, c'est possible? Oui, tout à fait. On recrute, on identifie les savoir-faire via les centres d'hébergement, les associations, mais c'est aussi de particuliers, de personnes qui connaissent dans leur réseau interpersonnel et du coup, nous les oriente, nous contactent et nous... Ah ben voilà. Comme quoi la mixité est une richesse quand même, on peut le rappeler. Ensemble, c'est toujours mieux. Inès, justement, parce qu'ensemble, on pense que c'est vraiment mieux. Vous restez avec nous, s'il vous plaît. C'est notre moment de table ouverte et de rencontres inédites, et c'est notre vue d'ensemble. Le bienvenu Clément Charbonnier-Boué. Oh, bah, ne le dites pas comme ça, bonjour. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes graphiste, directeur artistique et vous publiez votre toute première BD. La voici, c'est aux éditions L'Association. Ça s'appelle Monde Parallèle. C'est une plongée hyper graphique en noir et blanc. Je vous le montre quand même, tellement c'est beau. En noir et blanc au sein d'une banlieue parisienne. On va en parler en détail en 3e partie. Mais comme je le disais, on aime ici les rencontres inédites. Est-ce que vous aviez connaissance, par exemple, de la Fabrique Nomade? Non, pas vous avez le droit de répondre non. Non, pas du tout. Non, j'étais pas du tout au courant de cette initiative-là. Donc voilà, j'étais content de voir ça. Et justement, vous qui travaillez avec vos mains en qualité de dessinateur, de cerveau ici, de créativité, mais ça vous parle de se réapproprier aussi sa vie par le biais de ses mains, parce qu'en fait c'est ça, c'est de se réimplanter quelque part grâce à son savoir-faire. Effectivement, c'est une manière de ne pas être dans une approche trop conceptuelle, trop théorique. C'est une manière de rentrer dans les questionnements de parcours, de trajets individuels, etc. à travers des choses qui sont très concrètes. Donc ça me parle bien, effectivement. Inès, vous êtes installée, vous, dans le 12e arrondissement pour l'instant, mais vous pourriez ouvrir d'autres espaces comme ça, d'échanges créatifs, d'autres ateliers ailleurs en banlieue ou même ailleurs en France? Alors, on est appelé à aller effectivement dans d'autres régions où on nous indique qu'il y a d'autres artisans et qui ne savent pas comment les accompagner. Donc, effectivement, dans un premier temps, on est en Île-de-France, donc on développe notre dispositif de formation et puis à moyen terme... L'idée, c'est effectivement qu'on puisse... De se développer, de se faire des petits... Le dessin, alors on va revenir quand même à votre livre, mais le dessin, le graphisme peut être enrichi évidemment par d'autres cultures, d'autres origines. Là, c'est la banlieue, mais vous verriez participer à des ateliers pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, bien sûr. Ouais, bien sûr. Enfin, moi, je trouve que c'est encore une fois, ce qui est intéressant dans ces approches-là, très, très liées à la main, au travail manuel, c'est qu'on... On est tout de suite dans des choses qui sont tangibles, quoi. Donc on peut avancer, et puis c'est toujours des moyens de parler de plein d'autres choses. Moi, c'était un peu le propos aussi de ce livre. Oui, c'est universel. Le dessin, l'artisanat, sans se parler la même langue. Oui, c'est un langage sans besoin de partager la langue originelle. Eh bien, merci Inès Mesmar. On renvoie vraiment à la Fabrique Nomade. Il y a plein de petits objets pour se faire plaisir. C'est vrai. On a très envie de se faire un petit atelier avec Julie. Bref, on viendra vous voir pour célébrer ces artisans aux mains d'or et qui viennent du bout du monde. Clément Charbonnier-Boué, vous restez avec nous. On va parler aussi de cet objet parce que c'en est un objet graphique, littéraire aussi. C'est artistique. C'est une BD pas exactement comme les autres. C'est très beau. C'est en banlieue et ça nous a intéressés. En plus, c'est votre première. Alors tout ça, ça se fête. Mais d'abord, on va retourner voir Raphaël, qui, vous le savez, dans le 17e à la recyclerie sportive. Vous nous avez donné envie d'y aller parce que, je le disais, c'est vrai que la pratique sportive, elle est souvent corrélée aussi au tarif déjà des cours, mais en plus de l'équipement. Et souvent, ça peut être un frein pour pas mal de familles. Je pense au tennis, je pense au golf. J'ai vu qu'il y avait des caddies de golf. Et c'est vrai que c'est intéressant peut-être de venir au boulevard Bessières.
on peut venir acheter des choses, Valérie, mais aussi on peut les réparer et apprendre à les réparer. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques jours dans cette même émission, j'étais en galère avec mon vélo et je suis allé du côté de Besançon chez Solicic pour apprendre à changer une chambre à air. C'était une catastrophe. Pas ma faute d'ailleurs, c'était le formateur qui avait un peu de galère. Et là, Philippe fait un peu la même chose ici. Vous vous rappelez tout ça évidemment. Et du coup, là, Philippe, qui est ici, ici, comment ça s'appelle déjà la recyclerie sportive? Voilà, parce que je vous ai parlé de Solicic, c'est pour ça. Ici, à la recyclerie sportive, justement, on peut apprendre à réparer des choses. Exactement. Ici à Paris, on a un atelier de co-réparation vélo où chacun peut venir avec son vélo et on peut lui apprendre à entretenir ou réparer son vélo. L'objectif, c'est quand même de prolonger la vie de son vélo et d'une manière générale des objets, ce qui permettra d'avoir une consommation plus responsable, de ne pas jeter forcément dès qu'il y a un petit accroc et donc de prolonger cet objet jusqu'à ce qu'il ne marche plus. Est-ce que tu t'as pas l'atelier réparation de cerveau aussi, parce que je sens que déjà ce matin j'ai un petit peu de mal, mais du coup quand est-ce qu'on peut venir? On peut venir le jeudi après-midi et le samedi après-midi. Il suffit d'être adhérent. Exactement, on adhère pour une modique somme pour un an de date à date et on peut venir avec son vélo, utiliser les outils et puis il y a des encadrants qui vous apprennent à réparer et à entretenir votre vélo. On peut aussi acheter ces pièces d'occasion aussi qui sont quasi neuves à un prix défiant toute concurrence. Ici on est en train de réparer justement un petit vélo cross, mais ici aussi regarde Laurane, approche ta caméra, on peut réparer soit sa trottinette, soit son skate aussi, tout ce qui est du terme de mobilité, c'est ce qu'on peut dire Philippe. Et puis quand on n'arrive pas à les réparer, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on réfléchit, on se demande ce qu'on peut en faire, c'est-à-dire donner une deuxième vie aux objets. On appelle ça la réutilisation chez nous. Et je vais vous laisser avec ma collègue. Mais oui, c'est Dora qui est juste derrière nous déjà, vous aurez remarqué aussi. On est assortis ce matin, on n'a pas fait exprès, on s'est pas appelé justement. Dora, comment ça va? Bonjour, bien merci. Je vais vous montrer ce qu'on fait avec des objets sportifs qu'on n'arrive pas à réparer, donc on les détourne. Et ça se passe dans ton petit atelier. Oui. Je te suis Dora, allons-y. Alors ça se passe chez nous, mais aussi à l'extérieur. Donc on anime des ateliers à l'extérieur lors des événements chez des entreprises. Alors qu'est-ce qu'on est en train de faire sur cette table là? Alors ici on est part de en train, quoi? par exemple de détourner des pneus pour en faire des bracelets. Voilà. On peut faire quoi d'autre encore? Juste je vois les articles qui sont derrière, regarde là. Regarde tout ce qu'elle a Dora, mais c'est incroyable. Toujours des pneus pour en faire des ceintures ou alors des chambres à air pour réaliser des bijoux. Et elle porte ses créations aussi. Il y a ce magnifique petit sac à main aussi en ballon de rugby qui est super cool. Avec les ballons, on réalise des pochettes. Et puis on détourne vraiment tout matériel, par exemple des volants pour faire des colliers, des porte-clés, comme ils sont en train de faire là-bas, ou alors des attrape-rêves en jante de vélo. C'est magnifique. Eh ben regardez comme c'est studieux. Vous avez envie justement vous aussi d'apprendre à valoriser vos déchets sportifs. N'hésitez pas à passer à la recyclerie sportive ici, boulevard Bessières, dans le 17e arrondissement de Paris. À tout à l'heure. Merci Raphaël. Alors, je vous avoue que Nicolas, très généreusement, avait envie de proposer ses vieilles chaussettes. On n'est pas sûr de l'y envoyer. Il y a un petit banc de muscu si ça les intéresse. Allez, très bien. Ensemble, c'est mieux. Troisième partie, en compagnie de Clément Charbonnier-Bouet. Vous êtes graphiste, directeur artistique et donc auteur de cette toute première BD aux éditions de l'Association. C'est l'histoire d'un type qui marche dans la ville. On sent que c'est la banlieue, c'est jamais dit. Une non-ville, un monde parallèle, des lignes, des droites, de l'architecture. Peu de contact humain. Votre point de départ, c'est lequel? Parce que c'est une BD, mais c'est vraiment une BD graphique, quoi. C'est presque un roman graphique sans trop la partie roman, quoi. Le point de départ, c'est une sorte de questionnement sur mon environnement, c'est-à-dire comment finalement, par le dessin, je peux questionner mon environnement, et comment cet environnement influence mon dessin. Enfin, ce travail effectivement très géométrique, etc., qui émerge, en fait, il vient du fait que j'observais autour de moi et que par ce dessin qui est un peu synthétique, très rapidement, il a fallu faire des choix. Et ces choix, ils m'ont amené à me rendre compte que ce qui m'entourait, c'était très souvent tracé à la règle, quoi. Donc, c'est très rectiligne, ouais.
En fait, c'est vrai que j'avais une sorte d'impression comme ça que mon environnement était assez saturé. Moi, j'étais effectivement en banlieue sud de Paris et rapidement, quand j'ai commencé à dessiner et que j'ai essayé de trouver un chemin dans ce dessin, je me suis rendu compte que tout ce qui m'entourait était tracé à la... C'est une banlieue d'architecte un petit peu. En tout cas, c'est l'urbanisme contemporain qui est comme ça. Hein. S'il y avait un message, le message que vous vouliez faire passer en premier en fait, j'avais pas vraiment j'avais justement pas de message en fait. Le point de départ du livre, c'est pas un message. En fait, c'est un cheminement. Donc j'ai mis un premier pied, un deuxième pied, et ensuite on arrive à avoir un livre. J'avais pas vraiment. Si j'avais eu une sorte d'idée un peu théorique, conceptuelle sur la question de la banlieue ou de l'urbanisme, etc. J'aurais peut-être fait un essai ou ça aurait peut-être pris une autre forme. En tout cas, moi, je suis rentré par une première image et j'ai avancé comme ça, voilà. Comme votre narrateur, en fait. Comme mon narrateur. Parce que vous avez mis 3 ans, en fait, à faire cet album. C'est 3 ans de balade urbaine. C'est 3 ans de travail sur le livre. Après, c'est presque 30 ans de balade urbaine, plutôt, quoi. C'est 30 ans à vivre dans cet endroit-là. Et donc, c'est le fruit de tout ça. Mais ça donne quand même une vision assez oppressante de la ville. Donc c'est votre vision de la ville vraiment C'est la vision de ce personnage-là, en fait. C'est pas vraiment, voilà, c'est pas un livre non plus autobiographique. C'est un livre dans lequel je m'accroche à un personnage en particulier qui est quand même assez... Vous dites pas autobiographique parce que vous ne vous y racontez pas de façon portraitisée, mais c'est quand même... votre expérience, vous venez d'Arcueil, vous le dites, hein, c'est aussi votre vision ou votre souvenir de la banlieue, en tout cas de l'environnement que vous aviez. Comme vous l'avez dit au départ, en fait, moi, j'avais pas vraiment envie de donner ces mots-là, quoi, la banlieue, la cité. Ça n'est jamais cité, justement, et le mot n'existe pas, en tout cas, dans mon Pour moi, c'était important que ça puisse rester un peu plus ouvert que ça. Je pense que ça vient parler de choses qui touchent un peu plus généralement, je sais pas, l'individu contemporain dans la ville de manière générale. C'est-à-dire cette confrontation qu'on peut avoir à l'architecture, au bâti en général. Quand on vit en ville, de toute manière, au-delà de la banlieue, je pense que ça peut parler. Si on vous dit qu'il y a de la poésie dans vos dessins, ça vous touche ou on est complètement à côté de la plaque? Non, moi je trouve ça plutôt flatteur qu'on puisse dire ça. En tout cas, ce qui me parle là-dedans, c'est que c'est pas effectivement, c'est ni vraiment théorique, ni vraiment narratif. Donc en ça, la poésie, ça me parle de quelque chose qui est en construction et dont les limites sont quand même relativement floues. Et moi, ça me convient bien. Alors, et poétique et ascétique et un peu oppressant, je cite, petit déjà, je butais sur les angles, les plans, les structures tubulaires, le ballon roulait peu sur l'herbe. C'est vrai que ça respire pas quand même la super joie. Non, pas complètement. Non, mais c'est vrai qu'en fait, il faut aussi... le contexte, un des déclencheurs, c'est que j'ai eu un petit garçon à peu près au moment où j'ai commencé ce livre et je me suis rendu compte qu'il allait grandir dans le même environnement que moi. Et vous avez déménagé. J'ai déménagé d'ailleurs, mais je me suis à la campagne. Non, mais notamment parce que j'avais pas forcément envie de boucler la boucle et de revivre la même vie une deuxième fois. Enfin, donc ça a commencé à me poser vraiment question, cette question, l'idée de mon environnement, et donc effectivement de me rendre compte que moi j'ai plus connu les terrains de foot synthétiques que courir dans l'herbe. Enfin, c'est comme ça. Donc et puis effectivement un environnement qui est assez saturé de grilles, de murs, de béton, de lignes. La banlieue est peu l'objet de BD. Hein. Il y a quelques auteurs, mais très peu. Peu l'objet aussi des grands artistes, même si désormais le street art s'en empare, bien sûr. Et puis on a pensé aussi à Robert Doisneau, qui en a fait une partie de son œuvre. On a ressorti une archive qui date en plus de l'année de votre naissance, 1984. Regardez. Eh bien là, il faut se planter, hein, comme une bête, hein, comme un arbre, et puis on regarde. Et on voit ça, on voit ces nouveaux trucs. Là. Et je n'ai pas voulu faire d'ironie non plus, dire que tout est moche et que c'était tellement mieux avant.
Qu'est-ce qui sera le meilleur témoignage des conditions dans lesquelles les gens de 1984 vivent? On ne peut pas savoir ce qui va leur être utile, mais au moins ce dont je suis sûr, c'est qu'il faut que ce soit des documents extrêmement lisibles. Vous connaissiez cette archive. Il hésite d'ailleurs à dire est-ce que c'est moche ou pas. Il ne veut pas choquer personne, mais lui aussi, il parle de l'environnement. Il voit bien justement la structure et l'architecture, comme elle peut oppresser aussi ceux qui habitent, quoi. Moi, ce qui me parle aussi dans l'approche de Doisneau, c'est que c'est une approche qui est pas manichéenne, quoi. Il dit pas que c'est moche, et en même temps, parce que je pense qu'il a une certaine... Il est sensible, il a évolué dans cet environnement pendant une grande partie de son existence, et donc il a vu aussi les changements, les choses, et je trouve que son regard est toujours finalement assez tendre, quoi qu'il en soit, même quand il est dans un environnement qui est peut-être un peu dur, mais il reste toujours... et c'est quelqu'un qui va vraiment chercher les images, qui va voir ce qui se passe, et ça me parle beaucoup. Mais vous aussi, je trouve que c'est assez tendre, hein. En tout cas, non, parce que aimez-vous, les gars. Julie disait qu'elle était un peu oppressée, moi pas du tout. C'est-à-dire qu'on a vraiment deux visions. Eh ben voilà, à vous de vous faire un avis. C'est aux éditions L'Association, c'est la classe, l'Association. Hein. C'est l'une des plus grandes maisons d'édition de BD qui a publié et repéré Marjane Satrapi, Johann Sfar, qui publie Lewis Trondheim, entre autres Ninantico. Alors même que vous l'aviez proposé à 10 maisons d'édition qui vous l'ont refusé. C'est comme quoi le monde parallèle, en fait, il peut bien faire les choses aussi. Non, c'est inestimable, quoi, d'être publié à l'association. Moi, c'était un peu l'idée magique, quoi. Donc ça s'est réalisé. Je suis vraiment hyper content de ça. J'ai été hyper bien entouré, et hyper bien accompagné dans ce projet, donc très chouette. Ouais. Hey! Et quand vous n'êtes pas content, ça fait comment? C'est le stress du plateau. Mais oui, mais surtout, on est très content de vous faire votre première télé. On s'en souviendra dans les archives. Quand vous serez méga connu, bah voilà, vous pourrez dire c'est d'ensemble, c'est mieux. Et on a tellement bien enquêté grâce à Juliette Rappert qu'on sait aussi que vous avez fait 10 ans de boxe. Et un peu comme votre narrateur qui a toujours une capuche façon Rocky, ça nous a inspiré, ça a surtout inspiré Nicolas Dess. Eh oui, on va en savoir un peu plus. 10 ans de boxe, ça laisse des traces, évidemment. Est-ce que la banlieue vous a laissé des traces aussi? Elles sont là, en fait. Ouais, elles sont là. Non, mais j'imagine, c'est comme la banlieue ou quand on grandit à la campagne. Non, mais quand on dit la banlieue, c'est positif. Des traces positives pour. Ouais, bien sûr. Non, ça, c'est mon histoire. Et puis, il n'y a rien de grave là-dedans. Il n'y a rien de triste là-dedans non plus. Alors, votre prochain. C'est un beau décor de BD en plus. Ouais. Un beau décor créatif. Votre prochain ring après la banlieue, ça sera quoi? Vous avez déjà une idée? J'aimerais bien sortir un peu de cet environnement-là. C'est vrai que là, je pense que j'ai fait ce livre, j'ai fini ce livre, et une fois qu'il était fait, j'étais content que ce soit fait. Enfin, j'avais quand même besoin que ça sorte, donc c'est sorti. Maintenant, j'ai envie de passer à autre chose. En tout cas, j'ai pas du tout envie. Mais vous savez sur un album coloré. Peut-être un album sur coloré. Sur le à Méréville. En couleur. Votre dernière feinte, votre dernière esquive, votre dernière petite parade, c'était quoi? Ma dernière feinte esquive, c'est tous les jours. Hein. Tous les jours, je prends pour éviter les transports, le métro, tous les jours, la feinte, l'esquive. Est-ce que vous avez un petit plan tactique? J'ai pas l'impression dans la vie. Pas vraiment, non. Pas vraiment. D'ailleurs, si j'ai bien compris, j'ai fait ça de manière un peu... c'est un peu n'importe quoi, la manière dont j'ai fonctionné pour le faire. Donc j'ai fini le livre et je l'ai envoyé. Apparemment, les gens ne font pas trop ça. Mais ça marche. J'essaie de prendre un peu des marques avant, mais ça me va comme ça. Et c'est pour ça que j'ai pas tellement de plans, effectivement. Votre dernier petit blocage, c'était lequel? Avec votre ville d'Arcueil, d'ailleurs, dont on parlait tout à l'heure, que vous aimez tant, vous la voyez évoluer comment, la ville? Parce que vous avez un regard sur la ville. Ouais, j'ai un regard. La ville d'Arcueil, je la vois plutôt pas trop mal évoluer par rapport à d'autres villes ailleurs. Je trouve que ça a tendance à pas trop changer dans le bon et dans le mauvais sens. Donc je trouve ça plutôt bien. C'est-à-dire qu'il n'y a ni gros phénomène de gentrification, ni dans l'autre sens. C'est pas en train de se dégrader. C'est l'impression que j'ai vu de l'extérieur. Et nous, on montre ici tous les jours que le visage de la banlieue change aussi.
C'est vrai. Bah oui, bien sûr qu'on montre ça. On n'a plus le droit de se parler. On va devoir bientôt se quitter, mais non sans avoir salué Rafale Liem, qui se trouve donc dans le 17e arrondissement de Paris, boulevard Bessières, Rafale, avec Laurane Billot, bien sûr, à la recyclerie sportive. Je trouve que c'est une excellente idée, et surtout, il y a du recyclage, on peut réparer, on peut réacheter. C'est vraiment the place to be. Rappelez-nous, quand est-ce qu'on peut y aller? C'est les jeudis et samedis, c'est ça? Non. Alors jeudi et samedi pour les ateliers pour réparation, auto-réparation ou ateliers créatifs. Mais sinon c'est du mardi au samedi. Vous venez ici au 81 boulevard Bessières. Vous pouvez aussi les suivre sur les réseaux sociaux. J'ai retrouvé Marc, donc le cofondateur de ce projet. On est sur un écosystème vraiment global. Hein. On est d'accord, on est sur l'emploi, du réemploi. Également, on est aussi sur la santé, le sport. Et on couvre pas mal de choses. Mais vous, de quoi vous avez besoin alors? Parce qu'on est dans une association, hein. Oui, du coup, c'est vrai qu'on porte un peu, nous, le plaidoyer du réemploi solidaire. On fait partie du REFER, qui regroupe plus d'une quarantaine de ressourceries en Île-de-France. Il y a à peu près 500... En France, à peu près 500 structures, que ce soit des Emmaüs, des ressourceries qui sont généralistes, où il n'y a pas d'écrémage ou des spécialisés, un peu comme nous. L'idée, c'est peut-être que on puisse essayer de créer un fonds spécifique destiné justement à la solidarité, au réemploi solidaire et l'ensemble des actions qu'on essaye de mettre en place. Un peu partout. Voilà. Bon nous on vote pour ça. Hein. Les élus qui nous écoutent, on vote pour ça. D'autant que vous pourrez peut-être repartir avec cet article incroyable. Moi j'ai choisi ça, Valérie. Hop, je le mets parce que j'adore. Oh là là, c'est une des premières fois qu'on vous voit sans rien sur la tête. Ah ouais. Oui mais non, j'ai ça. Regarde. Ça te va. Vous avez pas ça quand vous étiez petit? Et ça vous le trouvez ici à la recyclerie sportive et plein d'autres. Là, je comprends pas. Pardon? C'est pour faire quel sport que tu mets ta cagoule? C'était les Teletubbies. C'est pour faire quel sport? À mon avis, avec ça, je fais de la plongée sous-marine. Hein. Je crois. Hein. Je suis pas un grand sportif, mais bon, regardez. En tout cas, tous ces mètres carrés vous attendent. N'hésitez pas à venir déposer, à venir aussi auto-réparer, vous former et aussi vous faire plaisir parce qu'il y a pas mal de choses neuves. Demain, les amis, nous serons à Montreuil avec les compagnons bâtisseurs. À demain. À demain. Merci pour tout, Rafale, avec grand plaisir, et merci aussi à Laurane Billot. Nous, demain, on répondra à vos questions sur les ondes qui nous inondent, est-ce dangereux ou pas. C'est la journée aussi mondiale de la radio. Alors, on recevra nos confrères de la matinale de France Bleu Paris. Et puis, Marine Baoussan et Lola Dubini viendront vous parler du Festival d'humour de Paris qui démarre demain jusqu'au 26 février. On va se poiler, on va se marrer. Dernière question, Clément Charbonnier-Bouët. Ensemble, c'est mieux. Pourquoi? Si vous deviez terminer ma phrase, vous diriez quoi? C'est mieux pour affronter un monde un petit peu rude, mais du coup on s'en sort mieux forcément quand on se serre les coudes. Ah voilà, c'est toute la philosophie de notre émission. Merci beaucoup. Monde parallèle aux éditions L'Association. Achetez-le, on vous embrasse. Passez une très belle journée. À demain les copains. À demain.